Bonjour et bienvenue à Vauban au chalet. Aujourd'hui, il me fait plaisir d'avoir comme invité Hugo Dastou, directeur général chez Patate Dolbec, qui va nous parler d'un projet en intelligence artificielle digne de ce nom. Et vous allez découvrir pourquoi. Bienvenue Hugo. Merci. Ça va bien? Ben, ça va très bien. Peux-tu nous parler, pour briser la glace un peu, de Patate Dolbec? Je suis sûr que vous êtes connu, largement connu, mais Ouais. donne-nous un ordre de grandeur. Là. Vous êtes leader dans l'Est du Canada, si je ne me trompe pas, mais je te laisse là, pour ne pas donner des fausses statistiques. On est le plus gros producteur emballeur, donc on produit 100% ou à quasiment 95% de nos patates. On emballe environ 100 millions de livres par année. On fournit les chaînes, Costco, à l'année. Donc on a des entrepôts pour garder les patates 12 mois par année. Donc c'est ce qu'on est, Patate Dolbec en affaires depuis 1967. Puis on travaille fort pour intégrer la troisième génération. OK. 100 millions de livres de patates par année. Oui. Emballés dans des sacs pour la vente de pommes de terre fraîches dans les supermarchés. OK, super. Ça fait de la patate. Ça fait de la patate, pas mal. Puis, c'est sûr que le constat que nous, on a, puis il y a plein d'études qui sortent par rapport à la maturité de différentes industries. On les compare entre elles. L'industrie agroalimentaire accuse un certain retard. Vous êtes, je pense, la belle démonstration que c'est pas toutes les entreprises dans le monde agroalimentaire. Puis c'est pour ça qu'on est vraiment content de parler de ton projet, de votre projet chez Patate Dolbec aujourd'hui. Mais aujourd'hui, est-ce que tu trouves aussi que l'industrie agroalimentaire pourrait avoir les coudées franches, plus franches qu'elle ne l'a dans l'intégration et l'utilisation des nouvelles technos? Comment tu vois ça? Bien, je pense que d'un point de vue général, en tout cas au Québec, que ce soit le manufacturier ou l'agroalimentaire, on a un retard technologique, que ce soit en termes de productivité, de robotisation. Donc, si on amène l'intelligence artificielle, qui est la robotisation des données, bien évidemment, c'est sûr là, qu'il y a un retard. Là. On est des petites entreprises, c'est des projets qui coûtent de l'argent, puis les PME ont de la difficulté à faire le saut, là, puis fonder ces projets-là. Oh oui, c'est des projets qu'il faut financer aussi, là, même si c'est des projets porteurs. La COVID, ça a-tu fait riser certaines faiblesses, justement, du modèle, ou je me trompe? Bien, en tout cas, pas chez nous, là, parce qu'étant donné qu'on nourrit les gens, la COVID doit amener, en réalité, plus de travail, plus de volume. Le volume perdu dans les restaurants a été transposé dans les supermarchés. Fait que dans notre cas, à nous, ça n'a pas amené cet aspect-là. On a beaucoup de travailleurs étrangers, mais quand même, ça a été un peu plus difficile à les avoir, mais on s'en est bien sorti. Okay? C'est pas ce qui a amené à pousser vers l'automatisation et tout ça. Nous, ça date de 2014 où il n'y avait aucun ordinateur dans l'usine. Donc, tout est fait de papier-crayon. Donc, on a commencé par intégrer ERP, la traçabilité, moderniser l'usine pour intégrer des technologies, de la robotisation. Puis, de fil en aiguille, on cherche des projets pour continuer à améliorer la performance de l'usine, tout simplement. Fait que la transformation numérique chez vous, on pourrait dire que ça a commencé en 2014. 2014, oui, tout à fait. Puis vous en êtes où, d'après toi, dans la transfo numérique de Patate Dolbec? Là? À la moitié de la raide, à peu près? Ah, ben moi, je suis assez exigeant. Je dirais oui, certainement la moitié de la raide, mais il y a tellement d'opportunités devant nous. C'est tout un défi de développer une équipe qui est capable de tenir ces projets-là, les initier, les suivre pour amener cette optimisation-là. On partait avec un gros retard. On a fait les gros blocs, mais là, on est plus dans le fine-tuning. Le projet avec vous est un bel exemple. On a intégré la technologie qui était la plus up-to-date au niveau mondial, mais elle ne donnait pas les résultats escomptés. Donc, on ne s'est pas satisfait de ça, mais la majorité des gens dans le monde continuent à travailler avec ces équipements-là, puis ils deviennent satisfaits de ça. Là. Mais parlons-en justement, sautons dans le vif du sujet. Dans le fond, peut-être pour mettre les gens en contexte, vous avez fait l'acquisition d'un trieur optique avec une technologie dite traditionnelle, de vision traditionnelle. Donc, pour le commun des mortels, c'est un dataset d'images statiques qui sert de référence et qui doit normalement permettre à la machine de sortir les patates défectueuses du convoyeur. Pour que les gens comprennent bien, en 2016, 100% du triage des patates était fait à la main. Okay. Donc, on avait 8 personnes sur une table à trier qui sortaient les défauts, patates vertes,
mal formés, etc. Puis évidemment, c'est un gros défi pour la main-d'œuvre, recrutement. Puis personne ne peut faire ce genre de travail de manuel. Puis avec toute l'imprécision que ça amène, puis le suivi. Donc, on a fait le tour de la planète pour voir qu'est-ce qui était le mieux comme technologie. Puis on a choisi une technologie européenne qui est en fait des programmes de base qui sont faits, exemple, patate rouge, patate recette, patate jaune. On a des filtres qu'on ajuste selon la grosseur ou la qualité. Puis l'opérateur fait ces ajustements-là et la machine trie en 12 différentes catégories, grosseur ou qualité. Mais c'est un set d'images référence avec une gradation de défauts qu'on veut utiliser ou pas. Ce qui est, aujourd'hui, tu peux, et on va s'en parler, mais tu constates qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle dans la machine en question. Il n'y en avait pas, il n'y en a toujours pas. Aujourd'hui, on a donc, avec tout ce qu'on a travaillé, c'est qu'on est parti de cette machine-là qui avait ses limites et on l'a amené de 65 d'identification des défauts, des patates défectueuses, à aujourd'hui des résultats qui sont tout près ou au-dessus même de 85 je ne me trompe pas? Oui, effectivement, sur le test, la première phase du projet, où on a voulu vraiment se prouver que la technologie d'intelligence artificielle pouvait donner des résultats qui étaient assez satisfaisants pour financer la deuxième phase du projet effectivement. On a eu ces résultats-là qui sont vraiment, vraiment intéressants. Mais tu parles d'intelligence artificielle, je ferai un bond là-dessus. C'est pas une fin en soi, l'intelligence artificielle. En 2016, quand on a fait le projet, tout le monde voulait venir nous visiter, puis il parlait de l'industrie 4.0, puis là, tout le monde se pétait les bretelles qu'on faisait du 4.0, mais nous, on n'a jamais parti un projet 4.0. On a voulu automatiser, simplifier les processus, aider les opérateurs, informatiser tout ce qui pouvait s'informatiser pour garder les gens à faire des tâches à valeur ajoutée. Là, dans ce cas-ci, on a un trieur optique qui fonctionne avec un système, je vais l'appeler expert de mon côté, mais le constat, c'est qu'il ne fait pas le travail. Il ne fait pas le travail à deux niveaux, en termes de suivi des patates dans les équipements, où ça amène beaucoup d'erreurs. Et en fait, la capacité à trier est limitée. Les programmes sont faits de base. Sur un programme de patates rouges, c'est le même programme pour tout le monde à travers le monde. Puis quand on a certains insuccès, on envoie quelques photos, puis tout est centralisé chez le manufacturier, puis il va nous envoyer un programme, soit dit, amélioré, mais on ne voit pas tant de différence. Alors, le pourquoi de tout ça pour nous, c'est cette autonomie-là qu'on cherche, puis d'être capable de nous faire évoluer les programmes nous-mêmes en taguant des photos, en prenant finalement l'expertise des gens à l'interne, en qualité, qui connaissent les critères des clients, puis dire ça passe, ça passe pas. Réussir à l'intégrer dans l'algorithme, puis l'ajuster au fur et à mesure là, que les lots changent d'année en année selon les variétés et tout. L'algorithme va s'adapter. Va s'adapter. En fait, il est à notre service. C'est nous qui l'entraînons, en réalité. Mais si tu me permets, juste pour faire un bref retour en arrière, parce qu'on est quand même rendu assez dans le projet lui-même, Ouais. mais c'était pas votre premier projet. Je me rappelle de nos premières rencontres, puis vous avez essayé d'autres choses avant qu'on travaille ce projet-là ensemble? Nous, on a la réalité de l'usine d'emballage, on a la réalité de nos fermes qui produisent, puis évidemment, une de nos valeurs chez Dolbec, c'est de réduire notre empreinte environnementale. Donc, on est continuellement à la recherche pour améliorer cet aspect-là. Puis, un des éléments, c'est les fameuses bébites à patates, les dorifores. Donc, quand ils sont dans le champ, on est condamné à mettre des insecticides pour les faire mourir, sinon ils dévorent le champ au complet. Donc, on arrive dans les champs, puis c'est difficile de cibler où le mettre. Donc, on va mettre nos petits amis dorifores sont souvent localisés dans un endroit. Il faut passer avec un équipement puis en mettre beaucoup trop grand, en fait. Donc, le projet qu'on a initié, on s'est dit, bien, pourquoi on ne pourrait pas détecter leur position et faire des push localisés. Les équipements ont 130 pieds, c'est tout segmenté par petites sections, donc on peut faire des push localisés. Mais encore là, il faut analyser qu'est-ce que... Donc, on a parti un projet de recherche avec à une université pour essayer d'intégrer l'intelligence artificielle. Bon, en fait, le mandat était de dire, est-ce qu'on peut, avec des caméras, voir où ils sont, passer l'information à l'arrosoir, puis faire les push localisés. Mais ce fut long, puis avec des résultats pas très applicables concrètement. Là, les temps de traitement
des images étaient en minutes, quand il faut régler ça en millisecondes pour être capable de voir, appliquer, voir, appliquer. Ouais. Donc, on a abandonné ce projet-là à ce moment-là parce qu'on ne voyait pas là, comment on allait arriver avec cette équipe-là. Puis un de nos invités qu'on a reçu, c'est justement une des sommités au Québec en intelligence artificielle. Puis c'est un des sujets, c'est pour ça que je voulais juste rappeler ce que vous avez vécu, de ne pas tomber dans ce qui peut être un piège, malheureusement, mais de la recherche fondamentale, qui est non seulement qui est essentiel, mais qui, dans un contexte d'entreprise, s'applique malheureusement pas si bien que ça, j'ai envie de dire. Puis vous êtes passé par là. Au final... Oui. Je t'explique ma compréhension, mais je suis un néophyte dans le domaine, mais en réalité, il ne faut pas non plus faire des projets pour que les universités développent leur expertise. Dans notre réalité à nous, c'est de l'application. Donc, je pense qu'il faut travailler avec des gens qui sont connectés sur cette connaissance-là, parce que la recherche, elle se fait, mais avoir des gens qui ont une grande capacité à appliquer ça rapidement et donner des résultats concrets. C'est le besoin qu'on a pour l'industrie. Bien, puis tu mets le doigt dessus. Moi, loin de moi l'idée de dire que les universités, on n'en a pas besoin. Tout ce qui se fait en recherche fondamentale est crucial et essentiel pour l'avancée de ce qu'on fait en AI, en intelligence artificielle, sauf que je pense que le message qui est clé, c'est de dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait chez nous, ce qu'on a fait avec toi, c'est de l'intelligence artificielle appliquée avec des modèles qui existent, qu'on vient ajuster, fine-tuner, coller à ton problème, ta problématique, ton besoin. Puis c'est très, très différent d'une recherche fondamentale ou d'une approche de recherche fondamentale. Je referme la parenthèse, juste pour dire que les chemins, parfois, sont tortueux pour arriver à bon port, mais rien de mieux que de se lancer, ce que vous avez fait quand même il y a déjà un moment. J'ai envie que tu me parles non seulement de comment, toi, au début, l'AI, en plus que tu avais été peut-être un peu échaudé, comment tu l'as abordé? C'était quoi tes craintes, en fait? C'est plus au niveau des craintes. Au début de notre projet, comment tu voyais ça? Bien, les craintes, c'est quelque chose qui est méconnu et qu'on ne connaît pas bien, en fait. On se réfère à Google, qui fait beaucoup de reconnaissance. On connaît les véhicules autonomes qui s'en viennent. On a tous vu des vidéos ou des trucs là-dessus. Donc, maintenant, quand on voit ça pour des Google et compagnie, puis on dit, bon, comment ça peut réellement s'intégrer dans une PME à un coût abordable? Puis, tu sais, quand on commence à poser des questions, puis parler d'un algorithme, puis ses couches de neurones, puis tout ça, tu sais, c'est excessivement abstrait, puis c'est très difficile à comprendre. Alors, c'est sûr que c'est un frein, puis tu sais, on fait des projets d'ingénierie mécanique, d'équipement, puis les équipements ne livrent pas ce que les manufacturiers nous promettent parfois. Fait que là, quand on tombe dans quelque chose qui est encore plus abstrait que ça, on n'est pas dans des vitesses de déplacement avec des bearings ou des choses où on est confortable. Là, on tombe dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Alors, c'est sûr qu'on se pose la question, on se la posait. C'est-tu du pelletage de nuages? On va-tu arriver à quelque chose qui, finalement, va avoir, après un investissement d'1 million, va donner des résultats substantiels où il n'y a pas de payback par rapport à l'investissement. Ouais. Fait que ça, c'était nos principales craintes. Là. Ça va-tu marcher? Ça va-tu marcher? Oui, c'est ça. Ça va prendre combien de temps? Oui. Ça va-tu marcher dans 3 ans? Puis, ça marche, là, mais ça va prendre 200 000 de plus pour faire un autre petit bout, puis après ça, un autre 200 000. Ça a pris combien de temps? Le projet, en fait, ça a été un peu trop rapide. Ben, non, mais... Non, c'est plus nous qui vous ont breaké parce qu'on n'y croyait pas, là, tu sais. Puis, on a commencé à travailler là-dessus au mois de mai, puis on a testé août. Ben oui, août. Oui, tout à fait, août. On était un petit peu jetés à terre. OK. Oui, tout à fait. Non, mais en fait, c'est aussi représentatif de, je pense, la perception de la majorité des entreprises ou des organisations. C'est que la techno, pour beaucoup, n'est pas aussi mature qu'elle ne l'est en réalité. Fait que, tu sais, d'emblée ou d'entrée de jeu, les gens vont dire hey, c'est impossible que vous parveniez à faire ça en dedans d'1 an et demi. Puis quand on livre des preuves de concept en quelques mois, c'est généralement, oui, on jette un peu nos clients à la porte. J'ajouterais dans les freins peut-être aussi, là, puis je pense en te parlant, il y a toute la réalité des firmes informatiques, OK? Avec tout le respect que j'ai pour eux, il y en a beaucoup qui sont là pour charger des heures, OK? Puis
On dépense beaucoup, beaucoup d'argent, mais finalement, tout finit par coûter une fortune pour arriver avec des résultats. On est tout le temps en dépassement de coûts, etc. Donc, quand on tombe dans des projets informatiques, on a toujours cette crainte-là aussi d'équipe qui code, mais le résultat, puis l'efficacité, puis tout ça, c'est compliqué. Je suis porté à dire, moi, que les firmes de soft, beaucoup n'ont pas de bonnes pratiques de développement de produits. Oui. Puis ça a un effet néfaste après quand on veut faire des projets parce qu'on n'est pas en confiance. On a des expériences qui n'ont pas donné des bons résultats. Fait que là, tu ajoutes informatique plus intelligence artificielle, qui est obscure un petit peu, mais là, oh boy, dans quoi on s'embarque? Ah oui, tout à fait. Tu as découvert les sprints de 3 semaines qui donc faisaient des démos de l'avancement à des temps. Ben, je peut-être pas découvert, mais c'est notre façon de faire, donc tu l'as peut-être déjà connu ailleurs. Moi, mon background, c'est le développement de produits. Il fait des années que je sais c'est quoi un sprint. Je les connais, les bonnes pratiques. Ouais. Mais quand je regarde mes fournisseurs qui sont dans le soft, on dirait qu'ils n'utilisent pas ça, ou ils l'utilisent à moitié, ou ils ne se sont pas convertis. Ouais. Vous êtes la seule entreprise qui, dans le fond, on en a fait plusieurs projets dans le soft qui arrivent, puis ils nous fait une vraie démo aux 2 semaines avec le client, puis on voit les features, puis on se fait dire voici les prochaines features du mois de 2 semaines plus tard, tu sais, puis on les voit, puis on s'ajuste, puis on jase autour de ça, puis on fait du storytelling, puis on parle avec les utilisateurs pour déterminer quelles vont être les fonctionnalités à développer, puis ils sont mis par écrit. Fait que finalement, vous faites qu'appliquer les bonnes pratiques. Bien, c'est pour ça qu'on appelle ça des bonnes pratiques, moi, je pense. Oui, et voilà. Quand on pense intelligence artificielle, moi, c'est pour ça que je suis vraiment content que tu sois avec nous, Hugo. C'est qu'encore une fois, on parle du monde des patates. Tout le monde mange des patates. Fait que tu dis, crème si une entreprise qui transforme, même encore là, transformer, c'est gros, c'est dire peut-être beaucoup parce que vous les emballez puis vous les distribuez. Si vous êtes rendu à l'étape d'intégrer de l'intelligence artificielle, d'après toi, qu'est-ce qui freine les entreprises qui sont... tantôt, tu me parlais de tes freins à toi, de tes craintes. C'est quoi les freins des entreprises à intégrer ces technologies-là, d'après toi, si vous êtes rendu là? Chose certaine, si je fais du pouce là-dessus, si l'intelligence artificielle est rendue dans les patates, je pense qu'il faut que le reste du Québec se réveille. Parce que quand les gens viennent nous visiter, ils ne comprennent pas qu'il y a autant d'automatisation. Mais oui, c'est ça la réalité des usines maintenant. Donc, on est rendu là, même si on est dans quelque chose qui est B.A.B.A. Un sac de patates, c'est une commodité. On s'entend, hein? On fait des patates pilées et des frites avec tout ça. Mais toi, dans le fond, côté frein, je dirais, pour nous, c'est une perspective, comme je disais tantôt, d'amélioration. Okay? Ouais. Fait que, on avait un équipement qui ne fonctionnait pas bien, puis c'est quelque chose que chez nous, l'innovation fait partie de nos valeurs. On veut être un leader dans les technologies. Fait que quand on regarde qu'est-ce qui se passe, qu'on parle avec les manufacturiers qui nous expliquent qu'ils ne peuvent pas rendre leur équipement meilleur, bien, on s'acharne puis on continue à voir qu'est-ce qui peut être fait. Les freins, bien, les coûts, le coût du projet, hein, vu que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de programmes gouvernementaux pour aider les PME à financer ces projets-là. Je pense que... Vous en avez bénéficié d'ailleurs avec InvestAI? Définitivement, parce que, tu sais, pour nous, sans ces aides-là, on n'aurait jamais investi 1 million de dollars dans un projet de cette envergure-là. Notre grosseur d'entreprise ne le permettait pas. Hugo, à titre de conclusion, peut-être pour les gens qui, je suis certain, ont été vraiment contents d'entendre l'histoire de ton projet chez vous. Ouais. Mais si tu avais un conseil à donner aux entreprises qui se lancent dans leur transformation numérique, peut-être pas juste AI, mais transformation numérique, tu leur dis quoi? Bien, premier conseil, choisir le bon partenaire avec la bonne équipe derrière. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup... ça passe par les gens, leur expertise. Donc, vraiment comprendre, auditer le potentiel de cette équipe-là. Puis, comme je dis toujours, des projets, ça a un début, la fin, on ne la connaît pas. Alors, quand c'est plus difficile, il faut s'assurer d'être avec des gens avec qui on va être encore main dans la main là, à la fin du projet. Deuxième élément, bien, l'innovation, ça se finance par étapes. Un projet d'innovation, c'est des risques. Puis c'est de l'argent qu'on met sur la table pour être capable de tuer ces risques-là.
pour régler les problématiques, les incertitudes, pour arriver à dire, bien, il y a une deuxième phase de projet qui va avoir un scope différent, encore avec des risques. Donc, innover, c'est vouloir brûler de l'argent dans le foyer, par phase par phase. Donc, de bien planifier le projet, puis juste se focusser sur une phase. Est-ce que je suis prêt est-ce que j'ai confiance, puis je suis prêt à gambler 200 000 $? On y va, puis on planifie comme il faut, puis on s'implique dans le projet. Et de phase en phase comme ça, on arrive à un résultat. Merci Hugo. C'est un plaisir, une histoire géniale. Puis bien évidemment, on va poursuivre le projet ensemble. Fait qu'on a encore des belles étapes à compléter. Merci tout le monde. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va inspirer plusieurs d'entre vous. Une belle histoire comme ça. Puis plein de choses, plein de technos, probablement applicables chez vous. Puis des beaux trucs et astuces qui vous ont été partagés. À bientôt. Merci.